Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous reprenons ce récit palpitant de la vie de Marie-Louise Christophe, l'épouse d'Henri Christophe. Récit relaté par Marie-Lucie Vendris dans son livre Marie-Louise, veuve Henri Christophe. Je vous rappelle qu'Henri Christophe était roi d'Haïti, plus connu sous le nom d'Henri Ier. La semaine dernière, nous finissions de parler de faits qui ressemblaient à de la fiction. Mais Marie-Lucie nous avait bien expliqué qu'il s'agissait de faits réels. Continuons à revivre 1810 et les années qui suivent avec elle. Femme, c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi, c'est Berman Fleury. Donc, ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Il faut me dire que proverbes, nous choisissons à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc, c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans. Et son sélection de proverbes, donc sélection proverbes ça, livre, bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme, comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Avant de commencer l'entrevue, je vais te donner le proverbe de notre ami Berman Fleury. Oh non, pas Berman. Oh oui, Berman, qui est fidèle à l'émission Moi c'est. Rien pas séché puis vite passager. Rien pas séché puis vite passager. Nous reviendrons au proverbe à la fin de l'émission. Ce qui est rêve. Rêver Ferdinand, c'est une manière de dire que Marie-Louise n'avait jamais oublié son fils. Ça, c'est pas un fait historique. Ça, c'est littéraire. Mais tous les autres, tout ce que tu as cité là, Florence, tout. Si je faisais une biographie, je t'aurais donné les références. D'accord. Maintenant, il y a l'orthographe et les expressions. Tu as choisi de ne pas écrire dans le style d'antan. D'ailleurs, ce qui frappe au début, dans l'avant-propos, tu écris Haïti, H-A-Y-T-I. Oui. Ensuite, on voit enfant, E-N-F-A-N-S, Oui. ardent, A-R-D-E-N-S, accent, A-D-C-E-N-S. Oui. Ensuite, tu parles d'expression vieillie, sympathique au royaume, qui veut dire simplement favorable au royaume. Tu as évité le créolisme et le vieux français. Hein? Oui. C'est Bon. un choix. Oui, alors là, pour répondre facilement, là, vite, c'est que c'est pas moi qui parle. C'est Marie-Louise qui parle. Et Marie-Louise a vécu à la fin elle est née en 1778. D'accord? Elle a vécu jusqu'en 1851. Donc, le français qu'elle a appris en Haïti est un vieux français. Et les mots que j'ai écrits là sont des mots que j'ai trouvés dans la littérature d'époque. Si on lit les gazettes royales, la relation des événements, on lit le grand poète de Rosier, on lit les almanachs, on lit tout ça. Même Vergniaud-le-Comte qui a écrit un petit peu après.
tout ça, c'est la manière d'écrire à l'époque que j'ai, comme Marie-Louise parle, hein, donc c'était comme ça qu'on parlait, et c'était ces mots-là qu'on disait, par exemple, poète, on n'écrit pas E accent grave, à l'époque, on avait un E tréma. La poésie s'écrivait avec un tréma. Donc j'ai respecté cela. Et je pense que je l'ai expliqué dans le prologue. Et puis il y avait aussi l'orthographe des noms. Les gens écrivaient leurs noms, c'est-à-dire que ce n'est pas comme maintenant, où j'insiste, par exemple, sur le trait d'union entre Marie-Lucie. J'insiste toujours, parce que je dis c'est un nom, c'est pas Marie. C'est pas deux prénoms. J'ai pas deux prénoms. J'ai un prénom qui est Marie-Lucie. On ne peut pas m'appeler Marie et on ne peut pas m'appeler Lucie. Donc, aujourd'hui, le trait d'union dit que c'est un nom. À l'époque, par exemple, Athénaïse, elle est née Athénaïse. Et au fur et à mesure que je consultais les gazettes, les almanachs, à un certain moment, vers 1818, elle a commencé à changer son nom. C'était plus Anaïs qui était écrit dans les gazettes et dans les almanachs, c'était Anaïr. Et puis, il y avait différentes façons d'écrire les noms aussi. Ça, on peut le voir. Si, par exemple, vous avez, enfin, je parle de ceux qui nous écoutent là, s'ils ont lu, par exemple, s'ils ont en main The Armorial of Haiti. The Armorial of Haiti, qui a été une reproduction du vrai armorial, qui rassemble toutes les armoiries des nobles du royaume du Nord à la création du royaume. D'accord? Bon, là, c'est M. Clive Cheeseman, qui était au College of Arms à l'époque, qui est encore au College of Arms, qui est responsable du College of Arms maintenant, qui, à partir de l'original, a fait une reproduction, un livre très intéressant, avec une bonne analyse, parce qu'il est lui-même héraldiste, donc il s'occupe de l'héraldique, et dont j'ai fait l'introduction de ce livre en 2007, je crois, je ne sais plus. En tout cas, on va voir que la manière d'écrire les noms et d'appeler les gens peut changer. Il y a moi, par exemple, concernant Louis Pierrot, même dans le livre, ça peut paraître aussi, mais j'ai dû faire un choix. Parce qu'il y a différentes façons. Jean-Louis Pierrot est écrit de différentes façons. On ne sait plus si c'est le même, si ce n'est pas le même. Donc, moi, j'ai fait un choix. Parce que c'était très difficile, étant donné que je n'avais pas de document qui me disait celui-là est Louis Pierrot, celui-là est Jean-Louis Pierrot AULT, l'autre Pierrot OT. En tout cas, bon, c'était ça un peu les difficultés. Ce que j'ai essayé de faire en faisant parler Marie-Louise, c'était de respecter le style de l'époque. Donc, il y a des espèces d'expressions créoles, mais traduites littéralement en français, que j'ai dans le livre, que maintenant, si j'écris un livre sur moi, je n'écrirai pas ça. Je n'écrirai pas comme ça. Je sais pas Marie-Louise a perdu Ferdinand, elle a perdu Jacques-Victor, elle voyage avec ses deux filles. Mes enfants seront ma parure la plus chère, puisque d'eux doit dépendre un jour la destinée de ma patrie. Ouais. C'est ce qu'elle dit. Ouais, maintenant, elle laisse Haïti, H-A-Y-T-I, n'est-ce pas? Oui, c'était comme ça qu'on écrivait sur Christophe. Nous devions partir loin, très loin. Nous irions dans un ailleurs paisible. Ça, c'est de la page 19. Dans la page 41, elle parle de l'espoir de retourner chez elle avec sa fille. Non, mais les filles étaient déjà mortes en 41. Les deux étaient déjà mortes. Alors là, il y a une ambiguïté chez Marie-Louise, chez elle. Parce que les filles étaient déjà mortes, la chapelle était déjà achetée et construite, parce que c'était un espace qui était la bibliothèque des frères capucins, des pères capucins, qu'on avait vendu à Marie-Louise, et que un des grands architectes toscans, qui s'appelle Gerhard Liska, pardon,
qui a transformé cet espace en une chapelle. Donc, la première fille qui est morte en 1831 et l'autre en 1839, je crois, en tout cas, moi, je sais pas, était déjà morte. C'est à la suite du décès de la deuxième fille qu'elle demande à Boyer de rentrer chez elle. Mais la fille était déjà dans cet espace-là. Parce que quand on rentre dans la chapelle, à gauche, on a la grande tombe des filles. Elle a acheté ça pour ses filles. Et de l'autre côté, c'était l'espace pour elle. Donc, il y a comme une petite ambiguïté. Et je me suis rendu compte en lisant les lettres de Marie-Louise à Boyer qu'elle jouait un peu avec le bonhomme, avec le style, quand elle l'a remercié de l'avoir accueilli à Port-au-Prince, etc., et puis qu'elle a invité la fille de Joute à venir les voir en Angleterre. Tout ça, c'est un jeu politique. Quand elle dit, moi, je ne vais pas me mêler de politique, permets-moi de rentrer chez moi. Mais moi, je crois qu'elle voulait rentrer voir sa famille et retourner en Angleterre, en Toscane, pardon, à Pise. Je suis persuadée qu'elle n'allait comme Madame Isaac Louverture, qui avait la possibilité de rentrer pour aller régler des affaires, là, plein d'affaires, c'était les femmes qui réglaient des affaires. On lui avait donné la chance de rentrer, donc un laissez-passer, genre on appelait ça un passeport à l'époque. Donc, pour rentrer et régler des affaires, elle a passé un an là-bas, et c'était à peu près à la même époque que Marie-Louise fait sa demande, d'autant plus qu'elle n'avait pas vu sa sœur depuis son départ, Geneviève. Oui, Geneviève Pierrot, qui était l'épouse de Louis Pierrot, ou Jean-Louis Pierrot, je ne sais plus. Maintenant, arrivée là-bas, oui, elle rencontre pas mal de gens, parmi lesquels William Wilberforce, oui, un abolitionniste anglais, oui, qui dit quand même d'elle, enfin c'est toi qui parles, il éprouvait des réticences à être seul avec mes filles et moi. Et ce monsieur les invite à dîner et ne les a pas honorés de sa présence. Oui, ça, il y a un livre, il y a plusieurs livres sur Wilberforce. Et il y a un des livres que j'ai là qui rapporte à partir de documents historiques. Alors, moi, j'ai travaillé avec le document de seconde main, là, mais à partir de documents qui se trouvent dans les archives anglaises, Bibliothèque nationale et archives anglaises, qui parlent de cette lettre-là, ou de ces lettres-là, écrites par Wilberforce. Wilberforce, c'est un des plus grands abolitionnistes anglais. C'est-à-dire qu'il est membre du gouvernement, et il fait des discours enflammés contre la traite et l'esclavage. Il avait réussi à faire passer, je crois que c'est 1837, en tout cas, je n'ai pas la date exacte, à faire passer un bill, une loi contre la traite. C'est-à-dire qu'il ne fallait plus que les négriers aillent chercher des individus, kidnapper des gens et les transporter, les vendre dans le nouveau monde, là, en parenthèse. Bon, on comprend ce que je dis un peu. Ça va être donc c'est Wilberforce qui a déposé le bill et ça a été accepté. Après, par la suite, quelques années après, il était encore là avec son groupe d'abolitionnistes. Ils ont travaillé pour l'abolition de l'esclavage. Maintenant, ce même bonhomme qui était en correspondance, parce qu'il faut lire les correspondances de Christophe et de Thomas Clarkson, c'est très édifiant. C'est là-dedans que j'ai trouvé, par exemple, la lettre d'adieu, il y a 2 lettres de Améthyste, au nom de sa mère et de sa sœur, qui disaient au revoir, qui disaient d'abord merci de les avoir accueillis, et qui disaient ensuite au revoir, nous laissons l'Angleterre, à Catherine Clarkson. Correspondance, Thomas Clarkson et Henri Christophe. Wilberforce a échangé avec Christophe aussi. C'était un conseiller important, dans la mise en place d'un système, d'un projet de société qui devrait correspondre à des normes modernes, de civilisation occidentale que Christophe mettait en place pour reconstruire après l'indépendance.
Wilberforce a été un ou le premier conseiller important. Là, quand on lit la correspondance de Wilberforce et de Christophe, on lit cela. Donc, ça, ce n'est pas des inventions de ma part, c'est des choses qui se trouvent dans les archives et ce sont des citations d'historiens qui ont travaillé avec des archives. Comme je dis, moi, je travaille avec des sources de première main, de seconde main, de troisième main, etc. Je vais référer à Madiou, donc le bonhomme qui a écrit sur Wilberforce, je crois que c'est Dégus qui a écrit sur la correspondance de Thomas Clarkson et de Christophe. Il y a plein de documents là-dessus. Mais qui sont pas, que les gens ne vont pas forcément chercher parce qu'ils ne connaissent pas, mais c'est ça existe. Je n'ai pas inventé. Oui. Et l'attitude, par exemple, des amis abolitionnistes de Clarkson par rapport à les gens qui sont des poètes parmi les plus éminents poètes anglais ont eu vraiment ces écrits-là pour se moquer un peu de la réception de Marie-Louise par les Clarkson chez eux. Oui, parce que Wilberforce dit « C'est de tout cœur, je suis certain que je leur ferai plaisir, et Madame William aussi, mais je n'ai pas de temps à perdre. Et mon épouse n'a actuellement pas l'ardeur de faire l'effort que nécessiterait un échange important avec elle. » Oui, ça j'ai traduit de l'anglais, c'est dans Wilberforce. Plus loin, tu as la note de Zacharie Macaulay à sa femme. Oui. Je viens de rencontrer l'ex-reine d'Haïti et ses deux filles. Inutile pour vous d'avoir quelque appréhension à l'égard de Madame Christophe. Il est peu probable qu'elle nous aborde, mais si elle le faisait, vous pourriez parfaitement vous réfugier derrière une façade de principes éthiques. Oui. Et Marie-Louise dit dans tout ça qu'il y avait toujours un malaise qui flottait. Bon, ça c'est moi, ça c'est ma réflexion à moi, parce que elle les vivait, ces choses-là, et elle était au courant. Mais dans la citation, Macaulay et Wilberforce, eux, ils étaient dans le groupe, en tout cas, j'ai un trou de mémoire, c'était le groupe des abolitionnistes, patronnés, si on veut, chapeautés par Wilberforce. C'était tous des abolitionnistes, c'était tous de vrais abolitionnistes. Maintenant, être abolitionniste sur le papier, et puis recevoir, de toute façon, recevoir des Noirs qui rentraient, c'était autre chose. D'autant plus qu'il y avait aussi une campagne de salissage, je peux dire ça, de Christophe, qu'on prenait pour un tyran, qu'on prenait pour... Il y avait, à cette époque-là, après le suicide, même avant, juste avant le suicide, il y avait des écrits qui vraiment, il dépeignait Christophe comme, je sais pas moi, un bonhomme méchant, diable, etc., diabolique, un tyran. Et c'était ces écrits-là qu'on sortait à l'époque. À l'époque, si on lit les journaux, parce que moi j'ai dépouillé pratiquement tous les journaux anglais entre 1820 et 1824, au moment où Marie-Louise est partie, où on parlait de Marie-Louise. Et j'ai parlé aussi d'une pièce de théâtre qui avait été présentée à Londres à l'époque, que Marie-Louise n'avait plus qu'à pas aller voir, parce que justement, c'était ces propos qu'on reprenait là. Le tyran, le dictateur, etc. Même qu'il y a une caricature, bon ça j'en parle pas dans le livre, mais il y a une caricature après le traité de Vienne de 1815 entre les pays germaniques et puis qui se trouve à l'est de la France. Là. Ils avaient signé un accord pour ralentir les velléités de Napoléon. Et il y a Christophe, comme ça, hein, comme un diable qui vole par-dessus ces bons hommes assis en train de traiter le traité de Vienne. Cette caricature, elle existe. Si vous allez sur Internet, vous allez la voir. Donc, il y avait une image diabolique là, qui était projetée à l'époque. Maintenant, après avoir raconté le départ, à la page 99, tu nous ramènes
en Haïti, tu fais une rétrospection et c'est là que nous assistons au sacre. Tu es rentré dans les détails. Ça t'a pris combien de temps pour faire des recherches? Parce que tu nous as même invités dans la chambre de Marie-Louise pour assister à sa toilette. Oui. Tu as tellement pris de détails qu'on se croirait vraiment enfin, nous autres, nous nous apprêtons aussi à assister au sacre. Ça t'a pris combien de temps pour faire toutes ces recherches? Okay. Là, je vais commencer par le début. Là. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Pourquoi commencer le livre avec l'exil? Parce que pour moi, l'exil, c'est un moment de cassure. C'est un moment où tu laisses tout derrière toi et tu vas vers l'inconnu. Pour moi, c'est un moment extrêmement important dans la vie de la reine. Bon, mais il fallait revenir à son point de départ. Pourquoi est-ce qu'elle était reine? Comment elle a été reine? En dépouillant les journaux, où on avait fait des commandes et des commandes et des commandes et des commandes en Angleterre, pour tout, carrosse, vêtements. Parce que je n'ai pas inventé les vêtements, par exemple. J'ai trouvé les descriptions chez les meilleurs, on appelait ça les modistes à l'époque, et les bijoux, les diadèmes, des régalias, tout ce qu'on appelle les régalias, là, sceptre, main de justice, épée de Christophe, couronne de Christophe. Il y avait plein de couronnes. Hein. Maintenant, j'ai trouvé des descriptions précises dans les journaux anglais. Parce que on suivait tout ce que Christophe faisait, déjà en Angleterre. J'ai trouvé les descriptions des robes. Évidemment, j'ai joué un peu avec ça. Mais les descriptions, la manière dont j'ai écrit comment elle s'habillait, c'était la manière dont les gens s'habillaient comme à l'époque. À l'époque. Oui. Et il y avait des termes précis sur ça. Donc, j'ai dû fouiller pour savoir c'est quoi la pantalette et puis des trucs comme ça. Mais la robe elle-même est une robe commandée en Angleterre avec les descriptions que j'ai trouvées dans le journal. Donc, pour l'habiller, il fallait mettre la robe. J'ai un peu arrangé cette partie-là aussi, parce que se coiffer à l'époque, moi, je ne savais pas comment elle était coiffée. Mais je savais, par exemple, qu'elle portait les bagues qu'elle avait commandées, les diadèmes qu'elle avait commandés, et dont j'avais les descriptions, tous les bijoux, et même les chaussures. Les robes, en quel tissu elles ont été faites, par quelle maison là-bas, en tout cas, bon, ça a été assez long. Donc, le style empire. Donc, ça t'a pris combien de temps, en fin de compte, toutes ces recherches? Toute la recherche, si je te dis, je laisse le musée numismatique en 2000. Je suis en Haïti, je travaille. Et de temps en temps, je fais une excursion dans Marie-Louise. Donc, j'ai commencé à faire la recherche à ce moment-là. Mais c'était en dilettante, mais pour un projet de ma retraite. Mais je n'avais pas encore l'âge de la retraite. Je suis allée à Bedou, par exemple. On m'a dit qu'elle était née. J'ai rencontré le notaire. Et la mère du notaire qui était vieille, qui me dit qu'elle avait des argenteries de Marie-Louise, que Marie-Louise venait chaque année, etc., etc. Je suis allée dans une briqueterie. Ça date de 2000, quelque chose comme ça. Et le projet était là dans un grand dossier, attendait. Et à chaque fois que je trouvais quelque chose, je mettais dedans. Puis, à mon retour ici, je me suis retrouvée sans rien du tout. Pas de recherche, perdu, tout est perdu. À un certain moment, deux bonnes âmes, de bonnes amies haïtiennes, m'ont proposé d'aller ouvrir un conteneur où une bonne copine avait rassemblé mes choses que j'avais perdues. En tout cas, bon, c'est complètement fou. Ce livre a une histoire un peu tragique et puis une fin qui n'est pas si tragique. Maintenant, elles ont pu récupérer un grand cartable noir dans lequel j'ai commencé à compiler des documents sur Marie-Louise. Et elles me l'ont envoyé
par avion. Là. Et je suis allée chercher aux douanes. Et j'ai repris le projet, mais peut-être 4 ans après que je sois revenue ici. Ok. Et là, j'ai dit, tiens, voilà ma retraite. Donc, c'est difficile de compter le temps. Et quand j'ai dit, voilà ma retraite, là, j'ai vraiment commencé à travailler de manière sérieuse. Donc, il me fallait voyager. Il me fallait aller à la bibliothèque. Donc, je suis allée à McGill, qui avait compilé tous les journaux anglais, parce qu'il y a une section à McGill où je pouvais travailler, même si je n'étais pas étudiante de McGill, on me donnait une permission spéciale. Donc, j'ai pu dépouiller les journaux anglais. Tu parles de la Gazette Royale, là? Non, les journaux anglais. La Gazette Royale, c'est Haïti. Ok. C'est Christophe. Non, je pensais que tu avais trouvé une copie de la Gazette Royale. Ah, oui. Si on se va sur le site de Yale, on a tous les numéros, pratiquement tous les numéros des gazettes et de l'almanach. À partir du moment où ça a commencé à être édité. Mais avant la Gazette, on avait la Gazette officielle de l'État et l'État d'Haïti. Par exemple, toutes les préparations pour monter, si on veut, la monarchie, monter le royaume. En tout cas, bon, pour revenir à cette histoire j'ai travaillé à McGill et je me suis rendu compte qu'il fallait que je parte parce qu'il me manquait toute la partie italienne. Donc en 2018, j'ai ramassé mes pics et mes claques et je suis partie en Italie. 2 mois et demi à fouiner aux archives diocésaines, aller rencontrer des gens qui ne veulent pas te parler. Donc j'ai suivi des petits cours d'italien avant de partir pour que les gens me comprennent et pour que je puisse les comprendre. Donc ça allait, mais la réticence des gens était normale entre guillemets. Peut-être qu'ils ne me prenaient pas trop au sérieux. Et puis, mais quand même, j'ai pu trouver, par exemple, quand je dis que Geneviève arrive vers 1843, c'est parce que chaque année, l'État, à travers la paroisse, percevait des taxes. Donc, en faisant les reçus de taxes que Marie-Louise payait, que j'ai trouvé aux archives de Cézanne, de Pisa, il y avait les noms de tous les gens qui habitaient dans la maison, dont Sabine. Il y avait une Adélaïde, mais que je ne peux pas retracer. Et puis, il y avait Geneviève. L'année d'avant, il n'y avait pas Geneviève. L'année d'après, il y a eu Geneviève. Donc, je me suis dit, elle est arrivée entre 42 et 43. C'est ça. Donc, Eh bien, oui, c'est ce travail qui me permet, c'est des repères, mais qui en même temps, mais ça m'a pris du temps, par exemple. Et puis, tout était en italien, bien italien, etc. Par exemple, un des papiers importants que j'ai pu fouiller, passer au peigne fin en demandant des explications, en utilisant des sites de traduction, c'est le testament du notaire Pazzini, numéro 105. Je n'ai jamais oublié parce que ça m'a aux archives Archivio di Stato di Firenze. J'y allais chaque jour. Les gens me connaissaient déjà là. Et donc, ils préparaient des trucs pour moi. Et quand je rencontrais quelqu'un qui parlait français, je lui posais des questions. Est-ce que ça... Et donc, le testament est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, je l'ai utilisé pour situer Marie-Louise, mais s'il y a des gens qui veulent travailler là-dessus pour les filiations, pour les gens qui ont reçu ou pas des legs, parce qu'il y a peut-être 5 ou 6 pages de noms d'individus au Cap, ou en tout cas au Cap et dans le Nord, à recevoir de l'argent de Marie-Louise. Sabine avait reçu de l'argent. Et son nom est dans le testament. Parce que Sabine aussi est morte à Pise. Elle est morte en 1855. Et on va revenir à ce monde-là tout à l'heure. Je voudrais quand même écouter aux internautes cet opéra joué le 2 juin 1811 lors du sacre. Oui. La musique, c'était « Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ?» et que Marie-Louise aimait à fredonner. Oui, alors il y a eu des festivités pendant une dizaine de jours après le grand jour du 2 juin, le jour du sacre et du couronnement, des festivités dans tout le Nord. Et ouais. Et l'air lui est resté en tête. Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille
tout est content, le cœur, les yeux, vivons, aimons, comme nos bons aïeux, vivons, aimons, comme nos bons aïeux. On va faire une deuxième pause. Ok. Et puis, on revient encore au Testament et puis au proverbe de Berman. Ok, d'accord. À tout à l'heure. L'artiste peintre Florence Augustin et ses amis Maggie Condé, Pierre-Richard Delcy, Dominique Domersan, Doriste Jean-Baptiste, Cathy Castra-Laguerre, La Rochelle, Réginald Noisette ont l'honneur de vous inviter à leur exposition L'arôme de ma terre, qui aura lieu à la galerie Le Locard, au 5765 boulevard Gouin-Ouest, Montréal-Québec, H4J1E2. Vendredi 6 septembre de 17h à 20h, samedi 7 septembre de 14h à 19h, dimanche 8 septembre de 11h à 17h. Bien plus qu'une simple fragrance, l'arôme de ma terre est une part de leur identité, un rappel constant de leurs racines et du pays d'où ils viennent, Haïti. Ils comptent sur votre aimable présence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'être restés pour écouter les récits palpitants de Marie-Lucie Vindris, auteure du livre Marie-Louise, veuve Henri-Christophe. Pour ceux qui viennent tout juste de nous retrouver, nous vous rappelons que Henri-Christophe, c'était le roi d'Haïti. Il était connu sous le nom d'Henri Ier. On parlait du testament de Marie-Louise. En effet, tous les enfants sont morts, ils sont décédés. Qui a hérité de Marie-Louise Christophe? Le légataire universel a été le fils du prince Eugène Armand. Le prince Eugène Armand, qu'on a assassiné en même temps que le prince royal, qui avait à peu près 22 ans à l'époque, et qui avait pratiquement été adopté par Marie-Louise. Il était là, il avait les honneurs, il était prince aussi. Il n'était pas prince royal parce qu'il n'était pas, c'est un enfant naturel de Christophe, mais c'est le fils de ce monsieur, de ce prince Eugène Armand, qui a été le légataire universel. Maintenant, il y a Madame Pierrot a assisté au décès de sa sœur, parce que la pierre tombale, à la fin de la pierre tombale, elle dit que c'est elle qui a posé cette pierre, arrosée de ses larmes, arrosée des larmes de Marie-Louise, bien sûr. Maintenant, elle, serait intéressant aussi de faire une recherche sur cette femme. Elle est morte à Pise. Elle est enterrée en dessous, là, jusqu'en bas. Il y a une petite annonce comme ça, où elle est. Maintenant, ça veut dire qu'elle n'est pas retournée en Haïti. Elle n'est pas morte sur son habitation dans le nord. Et puis, il y a les exécuteurs testamentaires, qui pour moi étaient extrêmement importants, parce que Marie-Louise avait ses avoirs, disons qu'elle avait le capital, qui était resté en Angleterre, à Londres. On dit en passant que c'était une femme d'affaires qui était à son affaire. Oui, parce que l'argent a traversé le temps. Et quand j'ai vu la quantité d'argent qu'elle laissait, par exemple, aux Capucins et aux sœurs de Santa Chiara, parce qu'elle avait un rapport particulier avec les Capucins, les sœurs de Santa Chiara, à la Misericordia, la archiconfraternité de la Misericordia dont elle faisait partie. Elle était une fervente catholique aussi. Oui, c'est ça. Elle faisait partie de cette fraternité catholique là, qui faisait des œuvres, et puis c'était des nobles qui étaient là-dedans. Maintenant, quand on voit la quantité d'argent qu'elle a laissé seulement aux Capucins, on se dit, ah bon, ça fait riche. Elle a investi dans ça, j'ai trouvé les documents, hein. Elle a investi dans le chemin de fer qui relie encore Florence à Livorno. Livorno,
c'est là où se trouvaient les exécuteurs testamentaires d'origine suisse-allemande, des Juifs qui étaient venus là, des gens qui ont fait des grands commerces, qui ont fait import-export. Donc, les Saint et Codzian, qui étaient parents, étaient les exécuteurs testamentaires de Marie-Louise. Quand je suis allée à Livorno, ça a été pour moi très, très, très difficile de trouver les traces. Sauf que le nom de M. Codzian se trouve un peu partout dans les papiers de Marie-Louise. Par exemple, sur la pierre tombale de Sabine, hein, il n'y avait plus personne pour poser la pierre tombale pratiquement, et c'est ce M. Codzian qui a posé un petit marbre, hein, avec son nom. C'est lui. Donc, il y avait des rapports que j'arrive pas à trouver les documents qui pourraient me servir là pour dire exactement quel genre de rapport. Sauf que à la bibliothèque de Genève, bibliothèque nationale, je crois, j'ai pu trouver 2 lettres manuscrites originales signées par Athénaïr, parce qu'à l'époque, c'est Athénaïr qui avait pris la relève de sa grande sœur, qui s'occupait de la correspondance et puis de payer les factures, etc., etc. 2 lettres. Une des lettres, les 2 s'adressaient à Madame Seine de la Motte, donc épouse des exécuteurs testamentaires. Épouse ou nièce, je ne sais plus, en tout cas. Bon. Elle remerciait la dame pour lui dire « Excusez-nous, nous n'avons pas pu répondre à votre invitation parce que, etc., etc. » Et puis là, elle brode dans un style poétique de l'époque. Et donc, il y avait des liens plus que commerciaux avec ces exécuteurs testamentaires, dont les Saints. Donc, c'était une invitation à un dîner. Et les 2, la mère et la fille, ne sont pas allées et écrivaient pour s'excuser. Tu as parlé du baron de Vathey dans ton livre. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Bon, le baron de Vathey, je peux dire que c'est un des historiens les plus importants de l'époque. Même si on peut le critiquer pour ses choix après la mort de Christophe, bon, ça c'est autre chose. Mais pendant toute la période révolutionnaire et après, et surtout pendant la monarchie, il a écrit des pamphlets, hein, pour justifier la position des révolutionnaires, de l'armée indigène et de ce que Christophe défendait comme projet de société. Donc, si vous allez, c'est facile à trouver sur Internet maintenant, vous pouvez trouver ses écrits. Ces papiers-là sont disponibles sur Internet. Mais c'est un des plus importants. Et avec Chanlat, bien sûr, parce que quand on lit la relation des événements qui ont porté leur majesté au pouvoir, il fait au début, il présente ça au prince royal, il fait un historique de ce qui s'est passé depuis 1492. C'est-à-dire la rencontre des Espagnols, non, en fait, c'est pas une rencontre, bon, on peut l'appeler gentiment rencontre, mais la présence des Espagnols et leur attitude par rapport aux Taïnos, jusqu'à la quasi-extinction des Taïnos. Et il justifie le fait que Henri Ier s'inspire du cacique Henri. Ça, c'est écrit noir sur blanc là, dans ce document-là. Il est très intéressant à lire, dans le style de l'époque, évidemment, avec l'orthographe que tu viens de citer là, Florence. Il fait un historique pour montrer comment Henri Ier s'inspire déjà des Taïnos, dont le cacique Henri, jusqu'à arriver à la victoire en 1804 et au choix de la monarchie et du titre Henri Ier. Et c'est extrêmement intéressant à lire. Ensuite, il présente ça au prince royal, il dit c'est pour vous, pour votre mémoire, pour l'histoire, etc. Et après, il fait la relation des événements. La relation, c'est relater tous les événements qui ont eu lieu depuis mars 1811, au moment où le couple
est parti avec les enfants jusqu'à Fort-Liberté, dans la partie que j'aime, et sur tout leur trajet, on criait « Vive la reine, vive le roi », tandis que la monarchie n'était pas encore vraiment installée. Donc, à leur retour de ce voyage, le cabinet privé du roi et le cabinet normal ont commencé à travailler sur les structures à mettre en place pour créer la monarchie. Donc, ils ont fait des édits, ils ont donné des titres aux gens, ils ont défini les modalités, comment les gens devaient s'habiller, dans quelles circonstances, etc. Tout ce qui faisait la base d'un système monarchique, d'une royauté, d'un royaume, ils ont commencé à travailler là-dessus jusqu'au 2 juin, où il y a eu effectivement ce serment d'Henri devant le Monseigneur Brel, okay, et qui avait été anobli à l'époque. Donc il y a eu tout ça dans les relations, dans la relation des événements. Donc c'est extrêmement intéressant à lire et puis ça inspire aussi. Ça inspire. Le 8 mai de cette année, tu écris sur ta page Facebook, encore méconnue du grand public, Marie-Louise doit sortir de l'ombre pour inspirer les générations futures. Au fait, qu'est-ce que tu aurais aimé? C'est pas moi qui dis ça. C'est pas toi? C'est pas moi qui dis ça, c'est un autre. C'est un autre camarade qui a écrit ça et qui l'a publié et je l'ai partagé. Au fait, qu'est-ce que tu aurais aimé, toi, que les gens retiennent de Marie-Louise? Retiennent, bon, il y a le bon et ce qu'on peut rejeter. C'est-à-dire, il n'y a jamais une réalité avec une facette. Il y a plusieurs facettes de cette réalité-là. Marie-Louise, dans tous les écrits que j'ai lus sur cette femme, tout, ici, enfin, quand je dis ici, c'est Haïti, dans les livres, en anglais, en italien, partout on parlait de cette femme comme une sainte, comme une femme qui, ça les bons monde là, parce qu'on a cette expression, elles sont bons monde. Mais Marie-Louise répondait, d'après les écrits que j'ai lus, jusqu'à la fin de sa vie, au bon monde. C'est-à-dire qu'elle s'est faite d'une patte là, qui avait exclu, par exemple, les chastetés, etc. Maintenant, comme elle était catholique jusqu'au bout des ongles, et qu'elle a été formée par des catholiques, ce qu'on appelle les bonnes sœurs du Cap, là, qui en pension, là, les plus jeunes, etc. Comme elle a été formée par les catholiques, elle est restée une fervente catholique. C'est-à-dire qu'elle croyait dans les vertus cardinales et théologales. Et elle les a pratiquées. Jusqu'à la fin de sa vie en Italie, en Toscane, chaque semaine, chez elle, elle faisait, bon, moi je dis humanitaire dans un sens moderne, elle faisait des dons, elle soutenait des gens qui étaient pauvres, elle aidait les pauvres. Déjà dans l'association de la Miséricordia, où il n'y avait que des nobles et des riches, elle participait, par exemple, à des recherches scientifiques. Quand elle allait, par exemple, à Stresa, où sa deuxième fille est morte accidentellement, elle fréquentait les Rosminiers. Et là se trouvaient les gens qui discutaient de la Risorgimento. Ça veut dire l'unification italienne de 1861. Elle était là. Là, j'ai les témoignages du marquis de Cavour là-dessus. Ça, je n'invente pas. Anna Maria Bolangaro, qui la recevait, discutait avec elle d'éducation des jeunes filles et investissait, parce que c'est tous des gens qui avaient de l'argent. Donc, moi, je me dis, ça peut être inspirant. Au lieu de jouir de son argent, d'acheter des bijoux et puis de, je ne sais pas moi, voyager tout le temps, etc. Elle voyageait aussi, mais elle avait aussi la pratique des vertus. D'accord?
Maintenant, on peut dire aussi que, parallèlement à ça, elle était une privilégiée. Bon, quand on est privilégié dans ce pays, en Haïti et ailleurs, on ne connaît pas les mêmes misères que les autres. Donc, pourquoi parler d'elle comme un modèle? Ça, c'est le contre-coup de la chose. Moi, je ne peux pas parler de modèle, vraiment. Je parle de personnage qui a existé. Ça, ce que tu as lu là, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais j'aurais pu l'écrire, mais je ne l'ai pas écrit. Le personnage a existé dans son temps. Elle a fait des choses positives, pour parler vulgairement, de son sang. Parce que quand on dit, par exemple, j'ai lu les témoignages d'époque où elle a sauvé des gens, j'arrive là-bas, je lis la lettre du général Vincent à Thomas Clarkson qui dit qu'elle voudrait voir Marie-Louise parce que Marie-Louise lui a sauvé la vie. Tous ces l'ouverture avaient donné l'ordre d'assassiner Vincent. Et Marie-Louise a pu cacher Vincent et empêcher l'assassinat de Vincent avant qu'il parte. Et Vincent est parti et Vincent a rendu un certain hommage à la reine. Donc, je me dis, oui, elle avait des vertus. Pourquoi ne pas en parler? Maintenant, si on se réfère à la question de classe sociale, elle était noble, elle avait de l'argent, elle était gâtée par son mari, elle vivait dans un palais, elle avait une horde de... Il y a la maison de la reine, par exemple. La définition de la maison de la reine, avec dame d'honneur, dame d'atour, dame de compagnie, etc., etc. OK? Quelqu'un qui vivait bien, qui mangeait bien, qui buvait bien. Donc, on peut se dire, ah, c'est toi aristocrate, ça pour faire qui? Tu comprends? C'est-à-dire, il faut sous-peser les choses. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher d'écrire sur elle, mais je ne dirais pas forcément qu'à part les vertus cardinales et théologales pour les gens qui sont des croyants et des pratiquants, qu'elle est un modèle. Il y a quelque chose que tu pourrais ajouter d'autre, si je me permets. Vas-y. Le dimanche 25 août, c'était la journée réservée aux femmes. Oui. Oui, entre femmes, nous débattions beaucoup et nous nous étions entendus pour influencer en privé certaines décisions du Conseil. Oui. Je participais dans les coulisses à la construction de notre pays. Oui. Il faut définitivement chercher la femme derrière un homme qui brille. Oui. Marie-Louise, on est arrivé à la fin de notre émission. Qu'est-ce que tu penses du proverbe de Berman Fleury, ton ami? Attends, donne-moi 2 minutes pour revenir sur ce que tu as dit. OK. J'ai fait une intervention là-dessus récemment, très, très récemment. Il y a un discours de Joseph Raphaël qui dit à la reine qu'on l'honore pour ses vertus, OK, parce qu'elle représente la culture et les arts, et puis parce qu'elle est affable. Un discours officiel qui attribue à Marie-Louise ces rôles-là. Donc, moi, je ne peux pas négliger ce discours-là qui a été fait par Louis Dessalines a fait la même chose, Joseph Raphaël la même chose. Donc, les gens, je ne pense pas qu'ils l'encensaient pour rien. C'est vrai qu'il y a un côté flatteur, tout ce qu'on veut, mais je pense que toutes ces flatteries-là donnent un résultat, permettent d'avoir une conclusion, c'est que c'était vraiment une bonne personne. Et qu'elle a eu la vie sauve parce qu'elle a pu sauver elle-même des vies. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Maintenant, pour revenir à ce fameux proverbe, on en est là? On est au proverbe? Rien pas séché, puis vite pas séché. Bah, j'ai entendu la première fois. Oui, la première fois que tu entends ça? On va entendre Berman, on va voir ce qu'il dit de tout ça. Vas-y, Berman. Rien pas séché puis vite pas séché. Rien pas séché puis vite pas séché. En français, rien ne sèche plus vite que les larmes. Alors,
Les larmes peuvent sécher très vite, mais à condition de trouver de la consolation dans les situations de douleur, de peine, etc. Et c'est d'avoir de la consolation, d'avoir de la compréhension de la part de ses proches. Ça aide à sécher les larmes assez rapidement. Eh bien voilà, Marie-Lucie, tu as entendu Bergman Fleury. Tout simplement, ça dit, et je répète après lui, et je me demande si ça ne répond pas au fait, à la personnalité de Marie-Louise que tu as si bien compris, c'est avoir la consolation de ses proches permet de sécher les larmes assez rapidement. Bon, je pense que ça convient parfaitement à nos discussions là. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Oh, mon livre se trouve à la librairie Racine et pour les gens de la rive sud, à lire. Il y a une petite librairie indépendante qui s'appelle À lire, ou bien ils peuvent me contacter tout simplement. Okay. On te contacte où? Je me donne mon numéro de téléphone. Bon, qui est... ce que tu veux. Oui, bon, je n'ai pas de problème avec ça. Qui est le 438 490 68 69. D'accord. Eh bien, on te remercie beaucoup. Je suis sûre qu'il y a des femmes qui vont s'inspirer du modèle de Marie-Louise que tu n'as si bien capé. Et puis, on te souhaite bien du succès de la distribution de ce livre. Et puis, on attend les autres livres parce que je suis sûre que tu vas écrire, tu ne vas pas hésiter à écrire sur les autres femmes de l'histoire d'Haïti. Oh, c'est beaucoup de travail. Hein. En tout cas, je te remercie de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole. Et puis, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer et puis de bavarder, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup. Allez. Et merci aux gens qui ont écouté, qui ont pris la patience d'écouter jusqu'à la fin aussi. Vous avez toujours rêvé d'apprendre à lire la musique? Je suis Lucie Maillère, chanteuse d'opéra et enseignante de musique. Si ça vous chante, inscrivez-vous, c'est par ici. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec nous Marie-Lucie Vendris, auteure du livre Marie-Louise, veuve Henri Christophe. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre l'entrevue. Je vous dis à samedi pour une nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.